Bonsoir à tous, bienvenue. Cette semaine dans Lumière Intérieure, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste et animateur. L'émission 7 à 8 qu'il anime chaque dimanche soir sur TF1 connaît un succès d'audience depuis 14 ans maintenant qui ne se dément pas. Il vient de sortir en novembre dernier Nouvelles d'après 20h avec Michel Douard aux éditions Auteurs du Monde. Harry Roselmack est notre invité ce soir. Bonsoir Harry Roselmack. Bonsoir Priscilla. Bienvenue ici. Alors, c'est pas la première fois que vous vous lancez dans l'écriture. Vous aviez déjà écrit un roman. Je crois que vous allez dire c'est pas la première fois qu'on se rencontre et c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, puisqu'on s'était rencontrés à iTélé. Mais ça, on va revenir à iTélé, à votre expérience professionnelle. Mais cette fois, vous sortez donc en novembre dernier un recueil de nouvelles que vous avez coécrit avec un auteur qui s'appelle Michel Douard. Déjà, pourquoi les nouvelles ? Pourquoi des nouvelles ? Ces courtes histoires qui sont de longueurs différentes d'ailleurs. Il y en a un peu plus longues, d'autres plus courtes. Ouais, j'ai toujours écrit, depuis que j'ai appris à écrire, j'ai toujours écrit. Et j'ai rarement écrit dans la catégorie dans laquelle il me plaît le plus d'écrire, c'est-à-dire la littérature. Parce que j'ai pas suffisamment de temps, en tout cas je n'y accorde pas suffisamment de temps. Et l'exercice de la nouvelle, c'était quelque chose qui était d'abord pratique pour moi, parce que ce sont des histoires donc courtes par définition et mon attention ne pouvait pas être soutenue sur une histoire pendant plusieurs mois que requiert l'écriture d'un roman et l'écriture d'une nouvelle. C'est quelque chose qui peut vous prendre quelques heures, quelques jours, peut-être 2 semaines maximum. Et cette forme-là me trouvait intéressante par rapport à mon goût et mon envie d'écrire d'écrire de la littérature. Et je trouve aussi que pour ce qui était l'objectif et ce qui est l'objectif au fond de ce livre, c'est-à-dire inciter les gens à relire autre chose que des posts, des commentaires, des infos, mais de lire des histoires. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de les inciter à revenir à la lecture en leur proposant des histoires courtes, qui sont plus simples et plus rapides à intégrer. On n'a pas la frustration d'un roman qui traîne pendant des semaines, des mois sur la table de chevet. C'est étonnant d'entendre un homme de votre âge, jeune, qui... C'est gentil. Bah oui, c'est une réalité quand même. Et qui bosse en télé, c'est en radio, faire l'apologie comme ça de la littérature et de dire qu'il faudrait sortir de ces schémas d'écriture courte, comme le post, pour se prendre le temps de s'asseoir et de lire des histoires. Elles ont quoi de plus, ces histoires ? Quelle est la valeur que vous leur donnez ? Je pense que je suis pas le seul, et loin de là, à avoir ce genre de résistance face à l'utilisation des mots qui est aujourd'hui, qui me semble aujourd'hui manquer de hauteur, manquer de profondeur, manquer de joliesse, manquer de poésie. Les mots, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour aller ailleurs et pour y aller joliment et pour ressentir de la caresse, parfois de la confrontation et de la dureté, mais quelque chose qui est autre chose qu'une simple communication à l'autre. Je pense que les mots sont faits pour échanger, mais il y a différents niveaux d'échange et on est quelques-uns aujourd'hui à se dire que le niveau d'échange qui est le tweet, le mail, le SMS, le WhatsApp, c'est pas suffisant. Non, on est bien d'accord. Mais ça fait plaisir de l'entendre, notamment dans votre bouche, parce que vous êtes effectivement un journaliste très connu sur le devant de la scène et que c'est agréable d'entendre ça aussi de quelqu'un de votre génération. Alors, moi, j'aimerais d'abord on va évidemment parler de ce recueil de nouvelles, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur la dédicace de ce livre, parce qu'elle est assez étonnante. Alors, vous remerciez vos collaborateurs, vos amis, vos proches, c'est assez classique. Vous remerciez ceux qui, je cite, m'enrichissent quotidiennement de leur amour, de leur bienveillance, de leur intelligence, de leur talent. Vous mettez un A majuscule à amour. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'écris le mot amour, je mets un majuscule. C'est peut-être parce que je considère que c'est un sentiment majuscule, magistral, très important. En tout cas, moi, je l'ai formulé. Je pense que j'ai toujours voulu le mettre au centre de ma vie, mais je l'ai formulé il y a quelques années en me disant je veux que l'amour soit au centre de ma vie. Et donc, je lui mets une majuscule. Vous l'avez décidé ? Ouais. Il faut décider ça, hein ? On est d'accord, hein ?
Oui. Alors, il y a aussi une autre mention dans cette dédicace. Vous mentionnez l'univers. Alors, je lis, parce que c'est à la fois très joli et très interrogeant. Enfin, en tout cas, c'est énigmatique. Son énergie omniprésente, au nom de laquelle l'homme a élevé bien des murs, je lui dis comme presque tous les jours de ma vie, un grand merci. Là aussi, il y a une majuscule. C'est quoi cet univers que vous remerciez à Harry Roselmack ? C'est quoi ou c'est qui, je lance le ballon. C'est effectivement une façon de parler de Dieu, mais sans lui donner de chapelle, sans l'enfermer dans une catégorie religieuse, parce que même sur Dieu, on arrive à se diviser, c'est quand même très fort. Oui. Et donc, pour moi, Dieu, c'est l'univers. C'est un univers qui, et certaines théories aujourd'hui d'astrophysiciens qui sont de plus en plus, d'ailleurs, qui sont de moins en moins exotiques, estiment que l'univers, c'est un champ d'informations interconnectées et qui, grâce à ces interconnexions et à cet échange d'informations, évolue vers la complexité, passe de la simplicité à la complexité par itération et par échange d'informations. Ça, c'est aussi une définition pour moi qui pourrait être celle de Dieu. Il y a une intelligence suprême qui coordonne l'univers. Einstein parlait de grand horloger, il n'allait pas plus loin. Vous pensez qu'il y a vraiment, rien n'est dû au hasard, qu'il y a une volonté... Oui, moi je le pense. Ouais, métaphysique. Je le pense. Je l'impose pas à d'autres parce que j'impose rien aux autres. Ouais. Mais moi je le pense et je le ressens et je le pense. C'est-à-dire que je ressens, donc j'ai la foi et je le pense parce qu'il y a de plus en plus d'études qui vont vers ça. Si on revient un petit peu sur vous, parce que je ne révèle rien quand je dis que vous avez fait vos premiers pas à la radio. Vous avez fait vos premiers pas à Tours, dans une radio locale qui s'appelait Radio Béton. Je dis s'appelait, mais elle s'appelle toujours parce qu'elle existe. Elle s'appelle toujours Radio C'est quand même assez extraordinaire qu'une radio associative fonctionne encore aujourd'hui. Alors après, vous rentrez à Radio France, vous faites comme tous les journalistes et les jeunes journalistes de Radio France, vos armes dans les locales de France Bleu. On n'y échappe pas, mais c'est une bonne école de vie. Très bonne école de vie. Du coup, vous êtes allé partout en France. Ouais, je suis allé dans une douzaine de villes en France faire des remplacements et ça m'a permis non seulement de découvrir des régions que je connaissais pas, de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés, et puis de voir la richesse de notre pays et commencer sa vie de journaliste comme ça, c'est quelque chose qui est très riche et très important. Je cautionne. J'ai fait la même chose, mais à France 3. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, que tous les journalistes devraient commencer comme ça, déjà sur le terrain, ce qui est une bonne chose. Alors après, c'est Radio France, donc c'est la consécration déjà pour un jeune journaliste. Vous rentrez à Radio France, plusieurs années à Radio France, et puis vous quittez la radio en 2005 pour faire vos premiers pas en télé. Vous rentrez dans le groupe Canal+, 2005-2006. Quel souvenir gardez-vous de ces années, ces quelques mois très courts à iTélé ? D'abord, mon arrivée à iTélé, c'est l'histoire d'une rencontre avec Bernard Zecri, que vous connaissez aussi, qui est pour moi l'une des personnes qui a effectivement infléchi mon parcours. Quand j'ai commencé ce métier de journaliste, je voulais pas particulièrement faire de télé. Moi, j'étais très heureux en radio, j'aime beaucoup la radio et j'avais pas de velléité. Vous n'avez jamais dit que vous aviez un physique de télé ? Non, peut-être par rapport à ma couleur de peau, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de très courant. Moi, j'aurais pas dit ça, moi, j'aurais dit autre chose. Mais autant on m'a souvent dit que j'ai une voix radio, autant on m'avait jamais dit à l'époque, en tout cas, que j'avais un physique de télé. Et c'est vraiment la rencontre qui m'a fait bifurquer vers ce média-là, vers lequel je lorgnais pas particulièrement. Et je l'ai jamais regretté. En fait, ce qui est bien, alors, il y a une anecdote que je raconte souvent. À l'époque où j'étais à Radio France, j'avais été approché par TF1 à l'époque où je cherchais un remplaçant à Alain Gillot-Pétré pour présenter la météo. Donc j'avais fait 3 jours d'essai avec Evelyne Delia, qui est quelqu'un que j'adore, qui a toujours été charmante et qu'il était déjà à l'époque. Et au terme de ces 3 jours, on m'a fait la proposition de venir présenter la météo en me disant que c'était quelque chose de très exposé, que j'allais devenir très célèbre, et en me vendant tous les avantages de l'exercice. Mais moi, j'étais journaliste en radio et je voulais continuer à faire du journalisme. Donc je leur ai dit, écoutez, pourquoi pas, mais dégotez-moi un poste sur LCI, je sais pas, et vu que c'était un poste à mi-temps, je travaillerais de l'autre côté. Le patron de LCI à l'époque n'a pas voulu, et donc j'ai refusé.
J'ai refusé de faire la météo à TF1. Et ça, ça devait être en 2001 ou 2002. Et quelques années après, on m'a reproposé TF1 pour... Alors là, c'est un autre homme, parce que Bernard Zecri, d'accord, mais ouais. PPDA... Pardon, j'ai passé de Canal à TF1. Moi, je suis à peu près... voilà. Mais voilà, une autre rencontre providentielle, c'est au club, un dîner du club Averroès qui bataillait pour la diversité dans les médias. Vous rencontrez PPDA, qui avait déjà remarqué votre voix, la qualité du journaliste que vous êtes, mais qui ne savait pas que vous étiez noir, qui vous découvre, et qui... C'est vrai tout ça, hein, je ne dis pas de bêtises, et qui tire la manche le lait pour lui dire il faudrait que tu rencontres ce type-là, est formidable. Je ne sais pas si c'est les mots qu'il a utilisés, mais en tout cas, c'est effectivement schématiquement ce qui s'est passé. Et c'est grâce à lui que Hervé Moujotte et Patrick Lelay se sont intéressés à moi. Ils ont dû regarder ce que je faisais sur Canal et sur iTélé. Et voilà, j'ai reçu un appel. En fait, je suis arrivé à iTélé en septembre 2005 et en mars 2006, je reçois un coup de fil de PPDA me disant que Patrick Lelay allait m'appeler. Et puis voilà. Après, tout est allé très vite. Alors, je ne refais pas l'histoire. Hein. 2006, vous faites le premier journal, c'était le 17 juillet 2006, 8 millions de téléspectateurs, ce qui est une superbe part de marché en termes d'audience. La phrase, c'était le premier journaliste noir à 1 heure de grande écoute. Je suppose que vous devez en avoir plus que marre d'avoir cette étiquette, même si vous, qui êtes un ardent défenseur de la diversité dans les médias, voilà, c'est important quand même, on est d'accord ? Oui, je l'assume complètement et quand je rencontre de jeunes journalistes noirs aujourd'hui qui me disent qu'ils sont devenus journalistes parce qu'ils m'ont vu à l'antenne et que ça leur a donné la vocation, ou en tout cas, ils se sont dit j'ai cette vocation et c'est possible, moi ça me flatte. Bon. On arrive à la premier terme de cette émission. On va passer à la deuxième partie. On va vous proposer des mots sur lesquels on va vous demander de réagir. C'est le principe même de cette émission. Mais je rappelle quand même le titre de votre livre de nouvelles, Nouvelles d'après 20 heures, que vous avez coécrit avec, je vais retrouver son nom, Michel Douard. Merci beaucoup Harry Roselmack. À tout de suite. À tout de suite. Tout va bien ? Mais oui. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer des mots à charge pour vous, de me dire ce qui vous inspire. Et le premier mot que nous avons choisi pour vous, c'est écriture. Ma écriture, c'est une part très importante de ma vie, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai commencé, où j'ai appris à écrire, je n'ai plus cessé. J'ai appris l'importance de l'écriture dans la relation qui a longtemps été épistolaire avec ma sœur aînée, puisque ma sœur, qui a 1 an de plus que moi, a grandi à la Martinique quand le reste de la famille, mon frère, mes parents et moi étions à Tours, et on communiquait en fait par lettres. Et c'est à ce moment-là, c'est grâce à cet échange-là que j'ai compris la force des mots et les liens qu'on pouvait tisser grâce aux mots avec des gens qu'on aime. Ce recueil de nouvelles, c'est pas, je le disais la première fois, que vous vous lancez comme ça, que vous vous jetez dans l'écriture. Vous avez écrit un roman qui s'appelle Novilu, qui est sorti sous un pseudonyme en 2007. Vous avez également écrit le scénario d'un long métrage, Fracture. C'est quoi la différence entre l'écriture d'une nouvelle, d'un roman, d'un scénario ? J'ai combien de temps ? Oh, 2 minutes. Alors, d'abord, ma façon d'écrire n'est pas... j'ai pas une écriture très théorisée. C'est-à-dire que je fais pas de plans extrêmement précis, je n'utilise pas une technique apprise dans les livres, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'adapte à ce que je veux proposer aux gens, à la forme que je veux proposer. Alors bon, la différence entre la nouvelle et le roman, elle est assez évidente. C'est-à-dire que pour le roman, on creuse un seul sillon. Pour les nouvelles, on creuse plusieurs sillons. Alors ils sont parallèles ces sillons, mais voilà. C'est pas une galerie de personnages qu'on prend à un point A et qu'on amène à un point Z. C'est plutôt
plusieurs personnages qu'on amène pour le premier du point A au point B, le second du B au C, C au D, etc., etc. Pour ce qui est de l'écriture d'un scénario versus l'écriture d'un roman, la différence, elle réside dans l'image, dans la place qu'on laisse à l'image, dans la place qu'on laisse aux comédiens, dans la place qu'on enlève aussi à l'imaginaire des gens, parce que ce qui est formidable dans le roman et qu'on perd un peu dans le livre, c'est que l'imaginaire de celui qui consomme, en l'occurrence qui lit, a beaucoup plus de place que l'imaginaire de celui qui regarde un film dans lequel on lui impose ne serait-ce que le physique des personnages. Donc voilà, pour faire relativement court ce que je pourrais dire sur un sujet qui demanderait de longues minutes de développement. Merci d'avoir été concis comme ça. J'ai essayé. Pourquoi avoir écrit votre premier roman sous un pseudonyme ? Parce que ce roman, il est sorti en 2007, à un moment où j'étais vraiment sous les feux de la rampe, sous les feux de la rampe médiatique, et je voulais pas que ce livre se vende pour les mauvaises raisons. C'est très bizarre de dire ça, et je remercie mon éditeur Jean Attias qui m'accompagne encore sur cette aventure, d'avoir accepté à l'époque ce qui était quand même anti-marketing et anti-marchand. Mais voilà, j'ai toujours, tout comme je mets un A majuscule à amour, je mets un E majuscule à écriture, et j'ai pas voulu vendre pour vendre. Je voulais que, voilà, je rêvais que les gens s'intéressent énormément. Ils s'y sont intéressés un peu quand même, mais s'intéressent énormément à ce roman Novilu pour les qualités intrinsèques du roman et pas parce qu'il a été écrit par une figure de la télé. Mais je vous annonce un peu en exclusivité que mon éditeur aime tellement ce roman qu'il veut le ressortir. Donc il est possible qu'il ressorte avant l'été. C'est une bonne nouvelle. Alors, publier sous pseudo quand on est un journaliste connu qui œuvre sur la première chaîne de France à l'époque en 2007, c'est aussi vouloir être jugé sur pièce. Ouais, c'était un peu ça la démarche. C'était effectivement une démarche d'authenticité. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup et c'est ce que j'essaye d'être personnellement et professionnellement, c'est d'être authentique. Et j'aime pas les approches déguisées ou les approches trop étudié, marketé. Moi, j'ai jamais marketé mon image. Et j'ai toujours été assez naturel et authentique. Vous avez conscience que, justement, parce que vous avez cette image d'homme authentique, très humain, c'est ce que Emmanuel Chin dit de vous quand il est interviewé. Il dit Harry Roselmack, c'est un homme plein d'humanité et de bienveillance. Vous avez conscience que ces qualités-là, elles ne sont pas si fréquentes dans le milieu de la télévision ? Moi, je suis pas d'accord quand on dit ça. Le milieu de la télévision, moi, je le fréquente depuis maintenant 15 ans et j'y côtoie sans doute un peu plus de gens très humains que dans la vie en général. Je crois d'abord, pour ce qui concerne les journalistes, que si on ne s'intéresse pas aux humains, on n'est pas un bon journaliste. Donc, dans tous les endroits où il y a de bons journalistes, il y a de bons êtres humains. Et c'est vrai que la vision qu'on a souvent de l'extérieur de la télé, c'est des décisions qui sont prises, que l'opinion publique reçoit un peu comme ça, un tel qui perd son émission, un tel qui change de chaîne, etc. Et on a l'impression que c'est un monde super dur. En vérité, c'est pas un monde qui me semble plus dur qu'un autre. C'est un monde qui est soumis à une pression qui est particulièrement élevée parce que le revenu, et ça c'est le modèle qui veut ça, le revenu de la télé dépend directement de l'intérêt que suscitent les gens qui y sont et ce qu'ils y font surtout. J'ai envie de croire surtout ce qu'ils y font, mais c'est vrai que tout ça donne une pression qui est un peu particulière, mais les gens ils sont pas plus mauvais qu'ailleurs. Alors c'est une parfaite transition pour le deuxième mot que nous vous proposons, qui est force. La force. La force, qu'est-ce que ça me... Quand je pense force, je pense Star Wars et je pense la force, que la force soit avec vous. Et la force, moi j'y crois, parce que je crois que la force, on la puise pas forcément dans les exercices physiques et dans les muscles, mais on la puise dans
dans cette espèce d'impalpable qui nous permet toujours de garder les yeux vers l'horizon et de pas baisser la tête et de pas abandonner et de pas lâcher l'affaire, comme on dit dans un langage un peu plus commun. Voilà, c'est cette force-là, moi, qui me vient en tête. C'est comme Univers, vous lui donnez un nom à cette force ? Mon éducation fait que je lui donne un nom. Je suis l'éducation catholique. En fait, moi, je me décris comme quelqu'un qui a la foi et qui est d'éducation catholique. Mais ça va pas plus loin que ça. J'arrive même de dire quelque chose qui va peut-être pas faire plaisir à certains croyants qui sont très ancrés dans leur chapelle religieuse. C'est que, je prenais cette image, en disant, quand tu appelles tes parents pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir s'ils vont bien, pour échanger avec eux, pour prendre de la force aussi, tes parents, ils se fichent complètement de savoir que tu les appelles avec je vais citer des marques, mais un Samsung, un iPhone, un Huawei ou que sais-je. Ce qui est important, c'est que tu les appelles et c'est que tu leur parles et c'est que tu t'enquières de leur santé, etc., etc. Pour moi, ma relation à l'univers, à Dieu, c'est un peu la même chose. Moi, j'utilise un téléphone catholique, mais j'aurais pu utiliser un téléphone musulman si j'étais né ailleurs. J'aurais pu utiliser un autre type de... Voilà, pour moi, c'est un moyen. Pour moi, la religion est un moyen qui permet d'accéder à cette spiritualité, en revanche, qu'on a tous en commun et dont on a tous besoin. Je pense que l'époque souffre cruellement d'avoir à un moment mis la spiritualité de côté, d'avoir considéré que c'était quelque chose qui n'était pas sérieux. L'époque en souffre cruellement aujourd'hui et donc je crois qu'il faut revenir à de la spiritualité et c'est une vraie tendance et ça se fait par plein de moyens différents qui sont d'ailleurs plus de l'ordre du bien-être aujourd'hui, dont on parle beaucoup, que de l'ordre de la religion, mais tout ça c'est des démarches qui sont parallèles encore une fois et qui cherchent la même force et c'est cette force-là dont on a besoin. Vos moyens à vous, c'est quoi ? Vos canaux, vous parlez de canal tout à l'heure, vous parlez de téléphone, mais l'idée c'est le canal. Vos moyens à vous, c'est quoi ? Mon moyen à moi, c'est la prière. C'est la prière. Je suis quelqu'un qui prie pas beaucoup, mais qui prie régulièrement, qui prie tous les jours et qui prie à différents instants de la journée sans que ça ait l'air de prière dans le sens où c'est pas forcément des récitations de choses que j'aurais apprises mais c'est plus de l'ordre de l'adresse. La prière, c'est parfois je fais des prières que je lis dans des livres. D'ailleurs, je suis tombé absolument amoureux d'un livre de prière, d'un tout petit livre de prière que j'ai toujours avec moi, je dois l'avoir dans mon sac. Donc je l'utilise très régulièrement, mais une adresse comme ça à Dieu, pour moi c'est une prière aussi, et ça je le fais très régulièrement. Donc c'est effectivement ma façon d'aller chercher cette force. Je médite assez peu, mais j'aime bien écouter aussi des musiques ou des ambiances méditatives qui m'aide aussi à me connecter à cette force-là. Est-ce que je suis indiscrète ? Enfin, je suis indiscrète quand j'évoque une expérience que vous avez vécue il y a quelques semaines à Montmartre, une expérience d'adoration perpétuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une expérience qu'on voulait faire avec un ami qui s'appelle Alain Surena et que je salue s'il nous regarde, avec lequel on parle beaucoup de spiritualité et on allait régulièrement à l'office du Sacré-Cœur, l'office de 22h, l'office du soir. On aimait bien, ça correspondait à peu près à nos heures de sortie du bureau parce qu'on travaille tard. Ça arrive, en tout cas. Et après avoir participé à cette messe à un certain nombre de reprises, on s'était dit qu'on resterait un jour, parce que moi j'étais intrigué par ces gens qui restaient toute la nuit à prier ou à être là en présence et en ressenti dans cet endroit incroyable qui est très chargé. Et on s'était dit qu'on le ferait, et donc on l'a fait il y a 4-5 mois, et c'était effectivement une expérience très forte. C'est impressionnant de la nuit. Et ce lieu, la nuit, il est habité, non ? En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand
alors les croyants qui franchissent sa porte, mais même les gens qui viennent en tant que touristes, parce que c'est un lieu magnifique par ailleurs, il y a quand même cette sensation qu'il est habité, non ? Ouais, c'est vrai, et notamment cette nuit-là où on n'était pas nombreux, je pense on n'était pas une vingtaine, hein. Le lieu n'est pas vide alors que c'est immense. C'est immense, il n'y a qu'une vingtaine de personnes et pourtant le lieu n'est pas vide. Vous sentez pas, en tout cas, vous n'avez pas l'impression d'être dans un lieu vide, mais au contraire dans un lieu rempli de... Alors de quoi j'aime bien les mots, mais là, je suis un peu à court, mais voilà. Juste un mot avant qu'on passe à l'autre mot. Un mot avant qu'on passe à l'autre mot, c'est joli. D'un mot à l'autre, c'est joli. On a des racines tous. Vous venez pas de nulle part. Votre papa était CRS, votre maman travaillait à la poste, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est d'eux que vous tirez cette colonne vertébrale qu'on sent en vous, cette force, cet équilibre qui fait que vous n'avez pas été totalement emporté par la vague de la célébrité ? Certainement. J'ai donc une sœur aînée et un frère cadet, et je crois qu'on est tous les trois à la fois très ancrés et très spirituels. Donc oui, ça vient certainement de mes parents, mais vous savez, la culture antillaise, parce que nous sommes antillais, mes deux parents sont martiniquais, la culture antillaise est une culture qui a hérité de ses racines africaines, cette spiritualité très forte. Il y a dans la culture antillaise cette idée que les disparus sont importants, cette idée que les anciens sont importants, et ça, je crois que ça transpire effectivement dans la maîtrise ou peut-être la force que dégage un certain nombre de personnes issues de ces civilisations-là et de cette partie du monde-là. On va passer au troisième mot, Harry Roselma, qui est rencontre. Essentiel. Les rencontres, cette planète est un espace de rencontre, la vie est un temps de rencontre. C'est effectivement... c'est quelque chose, moi, qui m'enrichit tous les jours. Et je crois que là où j'ai pu le plus l'incarner dans ma carrière à la télévision, c'est quand on a fait cette série de documentaires qu'on a appelé En immersion, qui est là où moi, personnellement, j'ai trouvé la plus grande satisfaction en tant que journaliste. On me parle beaucoup du JT et je le comprends. Moi, là où j'ai trouvé la plus grande satisfaction en tant que journaliste, par rapport à ma vocation qui était d'aller vers les gens, eh bien, c'était dans cette immersion. Je dis souvent que ce qui m'intéresse chez les gens, c'est pas tant leur paysage, mais c'est leur monde intérieur. Et là, pour le coup, on avait le temps de pénétrer ce monde intérieur. On l'a fait sur des thématiques en plus qui étaient des thématiques un peu compliquées, avec des catégories de gens qui faisaient l'objet de préjugés et d'idées reçues. On allait en banlieue, on a fait le salafisme à Marseille, on est allé voir des SDF, des paysans bretons, on est allé en Afghanistan voir des soldats français, on est allé voir des libertins, on est allé voir des prostituées. Mais ce qui était important, c'était pas tant ce qu'ils offraient à l'extérieur et l'idée qu'on pouvait s'en faire de façon superficielle, c'était vraiment ce qui les motivait, ce qui faisait leur monde intérieur. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la quintessence de ma vision du métier de journaliste, et c'est ce que j'ai préféré faire. En fait, ce que vous aimez, c'est l'homme. Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que, durant vos années, aussi bien à Radio France, dans les locales, qu'à France Info, iTélé, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué particulièrement, des rencontres que vous n'avez pas oubliées des années après ? Oui, bien sûr. Il y en a un certain nombre. Et c'est pas forcément des gens connus d'ailleurs. Moi, de toutes les immersions que j'ai faites, et on en a fait 12, je pourrais vous parler de certains des personnages. Et il y en a certains avec lesquels je suis encore en contact. J'ai vu, il n'y a pas une semaine, l'un des légionnaires qu'on avait rencontré en 2010 en Afghanistan, et avec lequel on avait passé cette dizaine de jours au Cop Rocco, perdu dans la montagne afghane.
Voilà, il y a des gens avec lesquels je suis toujours en contact. Donc oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Vous avez parlé tout à l'heure de Bernard Zécry, d'Étienne Moujotte, de Patrick Lelay et de PPDA. Ce sont des gens aussi qui vous ont marqué. Il y a un autre personnage extrêmement important, Aimé Césaire. Oui. Vous l'avez rencontré en 99. Parlez-nous de lui. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Aimé Césaire. La chance parce que c'est déjà un grand homme. Moi, c'est un de mes phares, un de mes repères intellectuels. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les journalistes. Donc, j'ai eu la chance d'être introduit par un autre grand monsieur de la vie politique martiniquaise qui s'appelle Camille Darcière, qui est maintenant disparu lui aussi. Et Camille Darcière m'a permis de rencontrer Aimé Césaire. Et c'était une rencontre absolument incroyable, complètement déséquilibrée, parce que lui en majuscule, et moi... petit moi en minuscule, jeune journaliste qui s'est fait complètement bazarder son interview, en tout cas tel qu'il l'avait prévu, et lui m'a emmené là où il voulait m'emmener. C'était pas grave. C'était une très mauvaise interview, techniquement parlant, mais c'était un super moment et j'en garde un souvenir très ému. Le pape François, il parle de théologie de la rencontre, de ce que le fait de rencontrer l'autre, de voir son visage, de le reconnaître comme un frère, nous enseigne, nous rend plus humains, nous empêche de détester, de haïr. Vous êtes d'accord avec ce concept, avec cette idée ? Complètement. D'ailleurs, je regrette de parler à un écran depuis tout à l'heure et de ne pas vous avoir en face de moi, mais je l'ai même... C'est même au cœur du film que j'ai écrit, réalisé et produit, qui s'appelle Fracture, qui est justement le moment où l'humanité de deux personnes se rencontre au-delà de ce qu'a façonné la société. Parce que la société, évidemment, elle nous façonne, et malheureusement, elle nous façonne de plus en plus et de façon de plus en plus restreinte. Dans le sens où nos identités aujourd'hui, elles sont de moins en moins collectives, de plus en plus particulières, ce qui fait que ça nous oppose de plus en plus les uns aux autres. Donc identité religieuse, identité socio-économique, identité politique, identité ethnique. Toutes ces identités-là qui sont aujourd'hui extrêmement fortes, elles empêchent la rencontre. Et ce que je voulais montrer, moi, dans ce film, Fracture, c'est comment deux personnes qui, ayant grandi dans le même pays, au même moment, sont devenus tellement différents qu'ils pensent ne plus rien avoir en commun, finalement en se confrontant, parce qu'ils sont enfermés dans une pièce et qu'ils n'ont pas le choix de se parler, d'échanger, finalement vont tisser un lien humain, vont se rencontrer. Alors ils vont pas repartir d'accord, mais il y aura une rencontre, et il y aura une rencontre humaine, et c'est ça qui me semble effectivement le plus important. Vous parliez tout à l'heure du fait que communiquer, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait parler, dialoguer, que les mots étaient essentiels. C'est un peu le travers de cette époque. On a l'impression de beaucoup communiquer alors qu'on reste sur des mots très superficiels. On n'ose pas la rencontre. Oui, c'est-à-dire que c'est de la rencontre par défaut, mais le par défaut est hyper important parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps en ayant cette chance, par ces temps de confinement, d'être invité d'une émission dans laquelle il y avait des artistes qui se produisaient en live. Et je me suis rendu compte à quel point la présence de l'artiste faisait toute la différence. Vous regardez un artiste ou un concert sur votre écran de télé ou d'ordinateur et vous avez un artiste à quelques mètres de vous, ça n'a rien à voir. Et pourquoi ça n'a rien à voir ? Parce que votre présence rencontre sa présence et qu'il y a des choses qui se passent qui sont au-delà du son audible, mais qui font partie de ce moment et qui vous enveloppent et qui font qu'il y a une intensité que vous n'aurez jamais en regardant ça par un écran interposé. Et donc effectivement, je crois qu'on peut communiquer de façon extrêmement superficielle, en très peu de mots, de façon très technique, et on peut avoir une communication beaucoup plus profonde, et autant la première est nécessaire, autant la seconde l'est aussi, et il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire de mauvaises rencontres, de vous voir opposé à une forme de violence ou de rejet ? Il m'est arrivé de faire de mauvaises rencontres, mais déjà, j'ai tendance, moi, à voir le bon côté des gens et pas le mauvais, donc j'arrive toujours à retomber un peu sur mes pieds. Et puis,
le remède à la mauvaise rencontre, c'est le pardon. Alors je pardonne. Alors je pardonne d'une façon particulière parce que quelqu'un qui m'a déçu, je vais m'en éloigner et je vais m'en éloigner définitivement. Néanmoins, à aucun moment, ou alors ça aura duré qu'une seconde, à aucun moment je lui voudrais le moindre mal. Au contraire, les gens qui me déçoivent ou qui font des choses que je juge pas dans mes valeurs, je souhaite toujours que ces gens-là, un, réussissent, et deux, se rendent compte, en admettant que c'est pas moi qui soit dans l'erreur, hein, parce que c'est possible aussi, mais qui se rendent compte que leur façon d'agir n'est pas la bonne. Donc, j'ai pas de problème avec les mauvaises rencontres parce qu'elles ne me font jamais bien mal ou très longtemps. On va passer au dernier mot, Harry Roselma, qui est espérance. Oui, l'espérance. Moi, l'espérance, je préfère quand même l'optimisme. La différence entre les deux, c'est qu'il me semble que l'espérance, c'est pour plus tard, et l'optimisme, c'est pour tout de suite. Et moi, je préfère être positif tout de suite que de me dire que ça ira mieux demain ou après-demain ou dans un an. Donc, moi, je serais plutôt optimiste que espoir, mais l'espérance, c'est bien aussi. Et pourtant, votre livre s'appelle « Espérance banlieue », un nouveau modèle d'école pour lutter contre l'échec scolaire et les tensions communautaires. Il ne s'appelle pas « Optimisme banlieue ». Alors, ce livre, c'est particulier. Hein. C'est pas moi qui ai choisi le titre. C'est un livre de collaboration. Ce livre, moi, j'ai posé des questions, justement, aux responsables de la fondation Espérance banlieue. Espérance banlieue, c'est le nom de la fondation. Et c'est cette fondation qui a créé des écoles qui sont des écoles d'un genre particulier parce qu'elles sont financées par des collectivités et par des entreprises. Et ce sont des écoles privées qui prennent place au cœur de villes, de banlieues sensibles. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, et c'est pour ça que je me suis engagé aux côtés de ces écoles, c'est que les endroits où il y a le plus de diversité d'enfants, c'est là où l'offre éducative est la plus restreinte, parce qu'il n'y a pas d'école privée dans ces endroits-là, sans doute parce qu'on estime, et c'est justifié, que les parents n'ont pas les moyens de payer. Espérance banlieue a décidé que ces quartiers nécessitaient aussi une offre scolaire plus ouverte. Et donc, je me suis associé, j'ai été parrain du cours Alexandre Dumas, qui est la première de ces écoles à Montfermeil, et j'ai accepté d'échanger avec le patron de la Fondation Espérance banlieue pour qu'il explique le concept de cette école et l'enseignement qui y est prodigué. L'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, c'est premier? C'est premier, évidemment. Ce qui me semble, au-dessus, en termes de concept, évidemment, de l'éducation, je mettrais l'information. Parce que l'information, c'est ce qui nous constitue. La matière est faite d'information. En tout cas, c'est l'information qui a permis l'émergence de la matière. L'information, c'est ce qui nous permet de grandir avec les autres. Donc l'éducation, c'est une forme d'information. Vos parents, vos amis, vos professeurs vous donnent des informations. Et donc l'information, pour moi, c'est essentiel. L'éducation étant effectivement une partie de l'information qui trouve son dernier degré, entre guillemets, dans le métier que nous faisons tous les deux, à savoir informer les gens de ce qui se passe au quotidien. En même temps, éducation, le terme dire rendre droit. C'est un beau projet d'éducation, rendre droit à un homme, une femme. Oui, mais je pense que la véritable droiture, on la trouve au-delà de l'éducation, parce que la véritable droiture, me semble-t-il, c'est la sagesse. Et la sagesse ne s'apprend pas. La sagesse, c'est un cadeau du temps qui émerge en chacun de nous. Et c'est ça qui me semble être, moi, la véritable droiture. En tout cas, c'est un objectif. Et je ne sais pas si tout le monde l'atteint, mais en tout cas, c'est un objectif qu'il faut essayer d'atteindre. Est-ce que c'est ce que vous dites à vos enfants, il faut qu'ils deviennent sages, il faut qu'ils s'informent, qu'ils soient optimistes, qu'ils soient solides? Je leur formalise pas, je leur dis pas comme ça. On n'a pas encore ce niveau de discussion. Ils ont 13, 12 et 10 ans.
c'est beaucoup plus empirique. J'essaye de leur montrer effectivement que c'est important de savoir, que c'est important d'accorder de la valeur aux autres et d'accorder de la valeur au partage. Donc c'est des choses que je leur fais comprendre en essayant de montrer l'exemple, mais pas par des discussions. Ils sont un peu jeunes encore pour ça. Tout à l'heure, vous faisiez la différence entre optimisme et espérance, optimiste et espérance. L'optimisme est très humain. Il n'y a pas de dimension spirituelle, il n'y a pas de dimension transcendantale dans l'optimisme. C'est croire que le demain peut être meilleur, mais c'est pas le croire à cause de quelqu'un ou faire confiance. Alors que l'espérance, c'est faire confiance. C'est-à-dire que se dire que voilà, il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous prépare un avenir meilleur. Vous êtes plutôt dans la tendance pragmatique, très humain, ancré dans le réel, plutôt que dans le domaine spirituel, alors qu'on sent que vous êtes un homme extrêmement spirituel quand même. Ouais, mais moi je pense que de la spiritualité accouche de l'optimisme, moi j'ai l'impression. Moi la vraie différence que je fais entre les deux, j'ai l'impression que l'espérance c'est oh là là, qu'est-ce que ça va mal. Bon, espérons et ça ira mieux demain. Alors que l'optimisme c'est ouais, ça va mal, mais il y a quand même des choses qui vont bien. Et je crois que la spiritualité, ça aide aussi à avoir un regard plus positif sur les choses. Et il y a toujours du bien dans les situations, sauf que on est souvent aveuglé par... et nous, les Français, on est un peu spécialistes de ça, parce qu'il va mal, et on est pessimiste tout le temps. On a tendance, en tout cas, on a une tendance au pessimisme, alors que non, il faut me semble-t-il, de l'optimisme plus que de l'espérance. L'espérance, ça me semble trop passif aussi. Parce que l'optimisme, ça vous aide à voir ce qui est bien, à aller le chercher, à le cultiver, ça vous pousse à l'action, alors que l'espérance, c'est plus, on espère on prie pour et on attend que ça se passe. Donc dans ce sens-là, c'est peut-être du pragmatisme, mais dans ce sens-là, encore une fois, je vote pour l'optimisme. C'est l'homme d'action qui ne supporterait pas de rester les bras croisés, qui préfère l'optimisme à l'espérance. Ouais, parce que les choses changent aussi parce qu'on agit. Les choses changent parce qu'on prie, mais prier, c'est une forme d'action aussi. Donc moi, je ne crois pas au changement sans action. Sans action, il y a l'inertie des choses qui va peut-être faire qu'à un moment, il y a une séquence qui va s'arrêter, une autre qui va recommencer. Mais voilà, si on veut avoir un impact, il faut agir, évidemment. Prier et agir. Merci Harry Roselmack. On arrive à la deuxième partie de cette émission. À tout de suite, ne bougez pas. Quand je vous écoute, Harry Roselmack, je me dis que, à vous écouter, que vous avez une carrière professionnelle assez vous avez été de rencontre en rencontre, de job. Vous avez fait vos preuves. Vous avez été sur le terrain, vous avez fait des locales. Mais quand même, tout est arrivé assez facilement. Vous n'avez pas connu d'échecs, vous n'avez pas connu de galères. Vous avez l'air un homme, optimiste, solide. Ouais. Presque lisse. C'est une question de point de vue. Mais là où je fais sans doute des encoches à la rectitude ou au côté lisse des choses, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai été l'un des rares journalistes à avoir la chance de présenter un journal comme le journal de 20h et après à dire j'arrête parce que je voulais faire autre chose. J'ai pris des risques en écrivant un film, en investissant sur un film, en le tournant, en connaissant un échec commercial qui pour moi n'est pas un échec parce que le film est réussi de ce qu'en pense l'équipe, de ce il correspond à ce que je voulais faire. Et même s'il n'a pas été vu par énormément de monde, ceux qui l'ont vu très souvent m'en ont dit du bien. Donc l'échec, c'est relatif. L'échec, tout dépend de ce
que vous cherchez quand vous faites quelque chose. Donc moi, je dirais pas que tout a été facile, loin de là. Il y a des choses pour lesquelles je me suis battu, mais comme j'y crois, quand vous croyez en quelque chose, vous n'avez pas l'impression de faire des efforts pour le défendre, pour défendre cette chose. Donc, comme je crois dans ce que je fais, j'ai pas l'impression de souffrir, mais les choses n'arrivent pas facilement. Et moi, je veux le dire à tous ceux qui ont des projets, à tous ceux qui veulent prendre un peu les commandes de leur vie professionnelle, c'est d'y croire, d'y aller, de travailler surtout. C'est beaucoup de travail. Les gens pensent parfois que les choses arrivent facilement. Non, rien n'arrive sans travail. C'est beaucoup de travail, toujours. Et avec la foi, c'est plus simple, parce qu'on souffre moins, mais c'est quand même beaucoup de travail. On relativise. Vous êtes battu sur quoi ? Ça a été quoi la difficulté pour vous, jeunes journalistes La difficulté, elle n'est pas tellement dans mon parcours de journaliste que quand j'ai décidé, parce qu'on vous met dans des cases, de faire autre chose, d'écrire, de faire un film. C'est des prises de risque. Je crois que... Enfin, je connais pas beaucoup de personnes, enfin, en vérité, j'en connais pas d'autres, même s'il y en a certainement, de personnes qui, avec une petite équipe, ont réussi à produire, à faire un long métrage qui a fait des festivals, qui s'est retrouvé à Cannes, qui a monté les marches de Cannes avec un film qu'on a fait sans CNC, sans aucune des structures qui habituellement abritent, hébergent, accompagnent la production cinématographique. Et c'est quelque chose de très lourd. Très lourd. Et si effectivement j'avais pas la foi dans ce que je faisais, j'y serais jamais arrivé. Si les gens qui étaient avec moi n'avaient pas partagé cette foi, on n'y serait jamais arrivé. Et c'est cette foi collective partagée qui a fait qu'on est arrivé au bout de ce projet. Donc non, c'est pas simple. Évidemment, c'est dur. Mais la difficulté doit pas être l'alibi du renoncement. Vous êtes un homme qui aime travailler en équipe ? Oui. L'autre est important même et surtout peut-être dans le cadre du travail ? Bien sûr. Faire seul a toujours ses limites. Parmi les rares choses qu'on peut faire seul, c'est écrire un livre. Parce que pour écrire un livre, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'être plusieurs. Même s'il faut être plusieurs dans sa tête, moi ça va. Mais pour la plupart des projets professionnels, c'est des choses qui se font en équipe. Vous avez pris des risques, ça c'est vrai, vous le rappeliez, notamment le fait de dire à un moment j'arrête le 20h, parce que Joker c'est à la fois, donc remplaçant de PPDA en l'occurrence, c'est à la fois confortable et confortable au sens où vous ne tenez pas la barre tout le temps. Vous arrivez sur des remplacements, mais vous êtes quand même un visage connu. Et puis à un moment vous dites stop. Pourquoi vous dites stop d'abord ? Je dis stop parce que je ne pouvais pas... faire tout au long de la saison 7 à 8, le journal inattendu sur RTL à l'époque, les immersions et vouloir avoir un peu de temps pour écrire, et puis pendant les vacances des autres, faire le journal de 20h. Enfin, ça devenait... c'était sans fin. Et il fallait que je fasse un choix. Et pour moi, le choix, il était évident. J'ai pas du tout eu d'état d'âme avant, et j'ai pas eu de regrets après. Donc c'était la bonne décision à prendre. Vous avez une boussole dans la tête qui vous dit « ça, c'est la bonne décision », que vous confortez avec la prière, vous êtes un homme spirituel. Vous arrivez à vous dire, à discerner ? Oui, mais en faisant des choix qui me conviennent moi. Je sais que quand j'ai arrêté le journal, par exemple, il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Il y a plein de gens qui ont même pensé que c'était de la stratégie ou que c'était de l'ego mal placé, et que je voulais revenir en place de titulaire, que c'était autant de choses qui, moi, me sont jamais passées par la tête. Ouais. Beaucoup de personnes estiment que c'est faire preuve de modestie que d'arrêter d'être exposé pour faire des choses qui sont derrière les caméras, qui ne sont pas sous la lumière là, des studios. Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'en voulant écrire un livre est beaucoup plus immodeste que de présenter un journal.
Écrire un livre, c'est s'inscrire dans la durée. Quand vous faites un journal, la parole journalistique, elle est forte, sans doute, à l'instant T, si vous êtes regardé par des millions de personnes. Mais le lendemain, c'est parti, elle est remplacée par une autre parole. Écrire un livre, c'est écrire quelque chose qui va rester, qui va peut-être, dans le meilleur des cas, et je pense que tous les écrivains souhaitent ça, vous survivre. Donc c'est très immodeste d'écrire. Donc arrêtez de présenter des journaux à la télé pour se dire je vais faire autre chose et notamment écrire, c'est pas de la modestie, c'est l'inverse, je pense. Vous qui êtes un homme assez discret sur votre vie privée, sur votre vie en général, c'est s'exposer beaucoup qu'écrire, parce que vous serez jugé, parce que c'est vous. C'est vrai que quand on est journaliste, c'est nos mots, certes, mais ce n'est pas notre actualité. Enfin, je veux dire, on est un média, au sens de entre deux. Mais là, c'est vous, c'est Harry Roselmack qui écrit. C'est Harry Roselmack qui écrit Fracture et qui tourne Fracture. C'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai que pour le coup, l'exposition à la critique est plus dure, plus frontale, mais ça fait partie de l'exercice. À partir du moment où on propose sa réflexion, son intériorité, on peut et on doit peut-être même déplaire à certains, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Et si on n'accepte pas le fait que ça déplaise à certains et que certains vous le disent, il ne faut absolument pas le faire, là, pour le coup. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Juste une dernière question. On vit une époque compliquée. En tout cas, dans notre petite Europe qui avait l'habitude d'être assez en paix et tranquille avec cette crise sanitaire, avec cette épidémie. Qu'est-ce que vous dites, parce que vous êtes papa d'adolescents, vous l'avez dit, ou de jeunes enfants, qu'est-ce que vous dites à vos enfants pour leur faire traverser cette époque compliquée, eux qui vivent souvent au jour le jour, les enfants? J'essaye justement de partager le fameux optimisme dont on parlait tout à l'heure et de leur montrer et de leur dire et d'incarner le fait que tout ne va pas mal, qu'en dépit d'un contexte compliqué, il y a de bons moments. Et les bons moments, c'est des choses parfois très simples. C'est de l'échange, c'est de la rencontre. L'être humain a la capacité de rire, même dans des moments où c'est dramatique. Donc, tant qu'il aura cette capacité-là, il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y aura toujours des éclats d'arrière, à un moment. Voilà, gardez toujours cet optimisme qui est en fait votre marque de fabrique. On le découvre aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci à vous. Harry Roselmack, de nous avoir livré ainsi ses pensées sur ce siècle, sur ce monde, sur cette époque qu'on vit, et puis sur la façon dont vous voyez cette vie. Et puis je rappelle donc le titre de votre recueil de nouvelles, Nouvelles d'après 20h, publié chez Auteurs du Monde. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.